Bienvenue sur Géopolitis. La Cour pénale internationale, c'est quoi? C'est qui et ça sert à quoi? Depuis sa prise de fonction en 2002, cette Cour pénale, c'est ce qui se fait de mieux en matière de justice internationale. Ou de pire, disent ses détracteurs, qui rappellent qu'en bientôt 12 ans d'existence, cette Cour internationale n'a rendu qu'un seul verdict définitif de culpabilité. Peu importe, affirment ceux qui soutiennent la CPI, comme on l'appelle en abrégé, cette institution en est à ses débuts et elle fonctionnera bien si la communauté internationale fait ce qu'il faut pour lui faciliter le travail et pas l'inverse. Car tout le monde, c'est le cas de le dire, tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée de justice internationale. Et de fait, si 122 nations se sont prononcées pour la CPI, il y a tout de même une série de grands pays qui n'ont ni adhéré au traité, ni ratifié l'existence de la CPI. Par exemple, ni la Russie, ni les États-Unis, ni la Syrie, c'est d'actualité, ne sont signataires du texte. Pas de signature, pas de responsabilité, pas de poursuite, et pas de poursuite, pas de condamnation. Débat intéressant au moment où s'ouvre à Genève le Festival du film et forum international sur les droits humains. Géopolitis se consacre à cette justice mondiale incarnée par la CPI. Il y a encore une accusation qui fait effectivement mal car elle est difficilement contestable. Jusqu'ici, il n'y a que des leaders politiques ou des chefs militaires africains qui ont été inquiétés par la CPI. Et la question est donc posée avec insistance, pourquoi la Cour n'enquête-t-elle pas sur les agissements d'un Bachar el-Assad en Syrie, d'un George W. Bush en Irak ou d'un Vladimir Poutine en Tchétchénie? Ce qu'il faut savoir, et c'est à la fois la force et la faiblesse de cette Cour internationale, c'est que l'institution basée à La Haye, aux Pays-Bas, ne peut poursuivre que dans certains cas de figure. 1. Si les suspects sur lesquels il convient d'enquêter sont des ressortissants d'États ayant ratifié le traité. 2. Si des suspects ont commis des crimes sur le territoire d'un pays ayant ratifié le traité. 3. Si la Cour se saisit elle-même. Et puis, il y a un 4e cas de figure. La Cour peut intervenir sur les territoires de nations n'ayant pas adhéré à la Cour, mais à condition que le Conseil de sécurité et lui seul lui en donne l'ordre. Il y a donc en la matière une responsabilité politique collective. Et c'est d'ailleurs ce que soulignait le tout premier procureur de la Cour. It cannot act alone. It will achieve efficiency only if it works closely with other members of the international community. For that reason, state parties will necessarily continue to play an active role so that the court can enhance the wide support that it enjoys today and achieve universal participation. Résumons-nous. Dans un premier temps, sous le chapeau des Nations Unies, on a d'abord créé des tribunaux spéciaux et spécifiques dont vous avez forcément entendu parler. Il y a eu le tribunal spécial pour statuer sur les crimes de masse dans l'ex-Yougoslavie, le tribunal pour juger les responsables du génocide au Rwanda, celui pour la Sierra Leone ou celui pour le Cambodge. La CPI, c'est autre chose. Elle a une compétence internationale et la vocation à traiter tous les crimes de guerre sans limite dans le temps à venir. Pour ces criminels, le temps de l'impunité, c'est fini. Nuremberg, c'est d'abord et surtout la volonté de se battre contre l'oubli, contre le négationnisme et contre l'impunité. Voilà pourquoi, dès 1945, on avait institué ce premier tribunal spécial pour juger des criminels de guerre. On, c'est-à-dire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. On rappellera que 22 dirigeants nazis avaient été déférés devant cette cour de Nuremberg, 12 avaient été condamnés à mort, 3 à la prison à vie, d'autres à des peines de prison réduite et 2 avaient même été acquittés. Cela dit, les juristes ont toujours émis une critique fondamentale sur ce tribunal, à savoir qu'on était là en présence d'une justice rétroactive et administrée par les seuls vainqueurs. Cela dit, Nuremberg, c'est déjà une certaine idée d'une justice internationale. Du reste, les Nations Unies, à l'époque, essayeront de prolonger l'expérience, mais avec la guerre froide, tous ces projets de justice internationale seront gelés. C'est sa mission et elle est ambitieuse. La CPI, Cour pénale internationale, doit juger tous les auteurs
de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, crimes de persécution ethnique, crimes de torture et viol, à condition, et c'est important, à condition que ces crimes aient été commis après le 1er juillet 2002, date d'entrée de la fonction de la CPI. Autre qualité de la Cour, elle n'intervient que si les États n'ont pas la volonté ou pas les moyens d'entamer eux-mêmes des poursuites contre des criminels de guerre. Enfin, la Cour pénale internationale est dotée d'une compétence intemporelle. Elle n'est donc pas limitée à un conflit donné pendant une période donnée. La CPI compte, outre son bureau présidentiel et ses procureurs, 18 juges et près de 700 employés. Son budget annuel est de 115 millions d'euros. C'est la toute dernière demande concernant la CPI. Des experts de l'ONU souhaiteraient engager une procédure devant la Cour à propos de milliers de cas de traitements inhumains, tortures, massacres, enlèvements, etc. infligés en Syrie par des Syriens. À noter que les deux camps sont visés, aussi bien les forces gouvernementales du président Bachar el-Assad que les diverses composantes rebelles et djihadistes. Les enquêteurs disposent de centaines de témoignages et de dizaines de milliers de documents photographiques. Problème, pour qu'un tel dossier soit transmis devant la CPI, il faut obtenir l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU. Autre tentative qui a fait la une des journaux, une ONG allemande et un cabinet d'avocats britanniques voulaient demander au parquet de la CPI d'enquêter sur des crimes de guerre apparemment commis par des soldats britanniques en Irak entre 2003 et 2008. Londres a rejeté toutes ces allégations. D'autres instances ont voulu faire comparaître George Bush pour cette guerre en Irak ou encore Vladimir Poutine pour sa politique de répression en Tchétchénie, sans succès. Enfin, tout dernièrement, en Égypte, des avocats des frères musulmans, la confrérie du président destitué Mohamed Morsi, ont annoncé avoir déposé une plainte auprès de la CPI. Il y a peu de chances qu'une telle procédure soit ouverte. L'invité de Géopolitis, maître Philippe Curat, avocat à Genève et secrétaire général du barreau pénal international. Vous la connaissez, cette justice internationale, vous êtes allé plusieurs fois en Afrique voir ce qui se passe. Première question toute simple, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas, cette Cour pénale internationale? Elle fonctionne puisqu'il y a un certain nombre de procédures qui sont en cours, que certains procès sont déjà terminés, d'autres en appel, qu'il y a des enquêtes sur différentes situations qui sont à différents stades aujourd'hui. Donc on peut dire effectivement qu'elle fonctionne. Mais encore une fois, uniquement des Africains. Alors, essentiellement des Africains. C'est un bon début ou c'est un mauvais début, si j'ose dire? C'est un début qui est concret. On peut évidemment améliorer un certain nombre de choses, beaucoup de choses même, c'est perfectible. Mais le début est là, il est une vraie réalité. Alors, on rappelle que ce sont quand même à la demande. Ce sont les États africains qui ont eux-mêmes demandé que la Cour soit saisie. Alors, certains d'entre eux, pas tous. Dans le cas du Kenya, par exemple, le procureur s'est saisi directement lui-même de la procédure. Et puis pour la Libye et le Soudan, c'est le Conseil de sécurité qui a saisi la Cour. Mais les autres situations africaines viennent effectivement de la demande de ces États-là eux-mêmes. Vous venez de parler du Conseil de sécurité. C'est vrai que souvent, c'est au Conseil de sécurité de demander justement que la Cour intervienne. Pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas, ce Conseil de sécurité? Alors, la Cour peut intervenir soit à la demande d'un État partie, soit sur l'instance même du procureur qui va décider de se saisir d'une situation de lui-même, soit effectivement à la demande du Conseil de sécurité, ce qui permet que lorsqu'un État non parti au statut se retrouve dans une situation où des crimes de masse sont commis sur son territoire, il peut ne pas échapper finalement au champ de la justice pénale internationale sur décision du Conseil de sécurité qui considère qu'il y a une violation de la paix ou de la sécurité internationale. Eh bien justement, ça nous amène à l'actualité, à la Syrie. Qu'est-ce qui empêche un jour de voir Bachar el-Assad devant cette Cour pénale internationale? Oh, il faudrait deux choses. Soit que le gouvernement syrien ratifie le statut de Rome. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Mais là, le Conseil de sécurité pourrait dire on voudrait que M. Bachar el-Assad, à supposer qu'il ne soit plus président de son pays, comparaisse devant la Cour? Alors, le Conseil de sécurité renvoie une situation, pas une affaire. C'est-à-dire qu'il va renvoyer la situation en Syrie globalement, le cas échéant, s'il y a un accord politique qui peut se faire au sein du Conseil de sécurité. Il ne visera pas une personne en particulier, il visera une situation dans sa globalité. De même, il ne peut pas viser George W. Bush pour l'Irak ou Vladimir Poutine pour la Tchétchénie. Exactement. Il pourra viser la situation en Irak, mais pas un accusé potentiel en tant que tel. Quelle est votre analyse de la situation? On manque de courage politique au plus haut niveau du monde pour la saisir, cette Cour qui apparemment ne demande qu'à fonctionner.
Alors, on manque peut-être surtout de confiance. Et ça, j'entends Hans Kelsen développer depuis les années 1940 que ce type d'institution ne pouvait fonctionner que sur la confiance. Et cette confiance des États, on ne l'a pas réellement. On le voit essentiellement sur le choix des candidats à des postes de magistrats, où les États préfèrent nommer ou présenter des diplomates plutôt que des juges de carrière. C'est plus malléable ? Ça pourrait passer pour tel, mais ça nous amène surtout à avoir finalement sur le siège de la Cour des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle d'audience avant que de diriger un procès à la Cour et qui sont souvent pas à la hauteur de leur tâche. Là, ça c'est l'avocat qui voudrait qu'on professionnalise cette Cour, non ? Il est nécessaire, lorsque l'on part dans des procès qui sont d'une extraordinaire complexité, d'avoir des gens qui savent comment ça fonctionne. Si l'on met un diplomate qui n'a jamais mis les pieds dans un tribunal à la tête de ce type de juridiction, ça pose un certain nombre de difficultés. Il ne sait pas gérer les audiences, il n'a pas les habitudes, les réflexes, et on s'embourbe finalement dans des débats qui peuvent être beaucoup trop longs parce qu'il ne les dirige pas de manière suffisamment précise. Cette Cour, elle sera vraiment universelle et internationale lorsque tous les États auront signé, ratifié les traités la régissant. C'est pas le cas. La Russie, les États-Unis demandent l'impunité pour leurs soldats en Irak. Donc il y a encore du travail. Il y a quand même 122 États qui sont actuellement partis au statut de la Cour pénale internationale. Il y a un processus qui va vers, effectivement, cette universalisation de la Cour. C'est sa vocation. Et il y a le Conseil de sécurité qui peut combler les trous, le cas échéant, lorsqu'il y a un accord politique, là encore, qui peut se trouver. Donc la vocation est clairement universelle. Est-ce qu'il y a déjà un effet dissuasif, c'est-à-dire que les candidats à la dictature ou les candidats tortionnaires savent que la Cour pénale internationale peut les rattraper où qu'ils soient ? Alors ça, je pense que c'est acquis. Maintenant, cette idée que l'on peut imposer la paix par le droit, je n'y crois pas trop. Je pense que dans toutes les situations qui sont devant la Cour pénale internationale, on a vu que l'on n'arrivait pas simplement avec l'intervention de la justice internationale à restaurer une vraie situation de paix. C'est un élément parmi d'autres, mais ça n'est pas suffisant. C'est la justice au service de la paix, mais c'est pas forcément la justice, la paix parce qu'il y a la justice. Alors, c'est effectivement pas un outil qu'on peut utiliser seul. La justice, elle doit venir au niveau international, surtout lorsqu'elle intervient, complétée par des interventions au niveau de l'État, à l'intérieur de l'État, une reconstruction de l'administration, de l'ordre public au sein de cet État-là, où l'on peut construire effectivement beaucoup plus durablement une réconciliation nationale. C'est pas l'intervention d'un juge international qui tout seul peut effectivement restaurer la paix ou la sécurité dans une région. Dans 10 ans, dans 20 ans, la CPI aura acquis ses lettres de noblesse, en un mot ? Ou alors elle se sera pris les pieds dans le tapis et puis elle aura perdu toute crédibilité. On est un peu à la croisée des chemins aujourd'hui. Après 10 ans d'existence, il y a une phase de bilan, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais on est sur la bonne voie. Elle sera ce qu'on en fera. Maître Curat, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes donc avocat à Genève et secrétaire général du Barreau pénal international. Merci à vous. Merci. Il y a un homme, un Suisse, qui, en 1872, déjà, il y a plus de 140 ans, défendait l'idée d'une Cour pénale internationale. Cet homme, c'est un certain Gustave Monnier. Dans le monde entier, on oublie parfois que c'est lui qui, avec le célèbre Henri Dunant, avait fondé la Croix-Rouge internationale, tout de suite après avoir lu le non moins célèbre livre de Dunant, Souvenirs de Solferino. Et de fait, Monnier aura été le premier président du CICR. C'est donc Monnier qui, le premier, a émis l'idée, je cite, d'une institution judiciaire internationale propre à prévenir et à réprimer les infractions aux conventions de Genève. Le juriste suisse identifiait donc déjà les deux fonctions essentielles d'une justice pénale, à savoir la fonction punitive, on sanctionne les crimes, et la fonction sécuritaire, on prévient ces crimes. Avec la création de la CPI, on assiste bel et bien à la concrétisation du rêve du compagnon d'Henri Dunant, en tout cas sur la fonction punitive. Pour le côté prévention, il faudra attendre. Un jour, justice sera totalement rendue à Louis-Gabriel Gustave Monnier. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos réactions et vos commentaires à cette édition de Géopolitis. À votre disposition, toute une série de vidéos sur ce thème de la justice internationale, des sites internet, des infographies et des archives. Comme toujours, vous pouvez podcaster cette émission de la RTS et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.